Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous avons le plaisir de recevoir Timothée Pubelier, responsable de la gestion obligataire internationale chez Financière de la Cité. Bonjour Timothée Pubelier et Bonjour. bienvenue sur ce plateau. Vous avez accepté un challenge pas évident, nous parler du passage de Léonia à l'Ester, un taux interbancaire qui remplace un taux interbancaire, un changement effectif au 3 janvier 2022, c'est demain, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les taux interbancaires ont une grande incidence sur le quotidien des épargnants, que ce soit en termes de crédit immobilier ou en termes de taux finalement des placements qu'ils vont réaliser. On va décrypter tout ça ensemble. Déjà, quand on parle de taux interbancaires, on parle de quoi, Timothée Pubelier ? Alors, un taux interbancaire, concrètement, c'est le taux benchmark qu'on va trouver sur le marché interbancaire. D'accord. Donc, le marché interbancaire, ça va être un marché réservé aux banques, où elles vont s'échanger des actifs financiers à très court terme pour financer leur activité. Donc, typiquement, c'est des emprunts qu'elles vont négocier de gré à gré, donc librement entre deux banques. Elles vont se mettre d'accord sur un taux qui va être le coût de l'argent au jour le jour pour la banque, et elles vont se les octroyer en fonction des besoins de financement d'un côté ou des liquidités disponibles de l'autre. Et ça change tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, les banques se prêtent de l'argent entre elles à un taux qu'elles définissent entre elles, et ça peut varier en fait au jour le jour. C'est exactement ça. Tous les jours, elles se mettent d'accord. Le taux, il change tous les jours. Et c'est pour des besoins de financement très court terme. D'accord. Donc le but du jeu, ça va être d'ajuster les flux pour qu'à un instant donné, on ne soit jamais avec trop de liquidité ou pas assez de liquidité. D'accord. Et donc ça, en fait, c'est les banques. Alors les banques, elles n'ont pas forcément une vision de ce que font leurs concurrentes au même moment quand elles se prêtent de l'argent entre elles. Il y a quoi ? Il y a une cinquantaine de banques qui se prêtent de l'argent aux unes aux autres. Et ensuite, alors le taux interbancaire, c'est quoi ? C'est la moyenne des taux pratiqués entre les banques ? Alors les 50 banques, c'est celles qui vont être un peu sur le panel que la Banque Centrale Européenne va regarder, où elle va collecter ces données. Mais ça peut être n'importe quel prêt qui est effectué sur ce marché au jour le jour de plus d'1 million d'euros. D'accord. Donc la Banque Centrale Européenne va faire une moyenne pondérée de tous les taux de ces transactions avec les volumes constatés et réellement effectués. Et le taux moyen, ça va être le taux Ester du jour. Le taux Ester du jour. Et du coup, c'est là où il faut nous expliquer. Donc, ça va être le taux Ester au 3 janvier 2022. Avant, c'était Léonia. Du coup, Léonia, c'était aussi la moyenne des taux interbancaires, ou c'était un mode de calcul différent ? Alors, ça voulait regarder la même chose, mais c'était assez différent sur la méthodologie. D'accord. Donc, Léonia, ce n'était pas des taux constatés, c'était plutôt déclaratif. D'accord. Donc, il y avait un panel plus restreint de banques où chaque banque allait d'elle-même voir la Banque Centrale Européenne et lui dire « Aujourd'hui, j'ai effectué ces transactions et le taux moyen que j'ai eu aujourd'hui pour me financer au jour le jour, c'était tant. » Mais le problème, c'est que c'était déclaratif, pas vraiment vérifié. Et s'il n'y avait pas de transaction ce jour-là, on avait quand même un taux déposé. On avait un taux déposé et qui, cette fois, était estimé. D'accord. Donc, avec énormément de place pour de la manipulation, de l'erreur. C'était vraiment le gros défaut de Léonia. Et l'autre défaut, c'est qu'il n'était pas très représentatif parce que ce panel était vraiment restreint. Les organisations financières non bancaires en étaient exclues. Donc, par exemple, les fonds monétaires, les fonds de pension, tout ça, c'était hors du calcul. Donc et ça rentre aujourd'hui dans le calcul de l'Ester, par contre. Aujourd'hui, ça rentre clairement dans le calcul. Pourquoi ce besoin de passer de Léonia à l'Ester ? Donc on a compris le changement de mode de calcul, c'est parce qu'il y a eu des abus ou des scandales. En préparant l'émission, je lisais des articles un peu anciens qui disaient on ne comprend pas pourquoi Léonia a flambé tout d'un coup ou autre. C'est qu'il y avait besoin de vérifier un petit peu quand même. C'est ça, il y avait des gros problèmes sur Léonia, il y avait vraiment un besoin de changement. Déjà, avant de parler de la chose évidente, les scandales, il y a eu des problèmes. On s'est rendu compte pendant la crise de 2008 qu'après la faillite de Bear Stearns et de Lehman Brothers, il y a eu une évaporation de la liquidité, et surtout sur les marchés court terme. D'accord. Donc il n'y avait plus aucune transaction qui s'effectuait sur ce marché, mais les banques devaient quand même continuer de déclarer un taux. Donc elles ne se prêtaient plus entre elles, mais elles déclaraient un tôt. C'est ça. Donc c'est sur le Libor, par exemple, qui était l'équivalent de Léonia, on a eu... On n'avait plus aucune data, mais c'était quand même calculé, c'était quand même regardé. D'accord. Alors le Libor, c'est un autre taux interbancaire pour le coup, c'est ça ? Oui. Pas celui qui nous intéresse aujourd'hui. Non, c'est celui de Londres, mais c'est un autre concept. Oui. En fait, c'est un problème global où il y a vraiment eu des groupes pour changer la méthodologie partout dans le monde, et donc tous ces taux ont été modifiés. Le Libor s'est passé sur Sonia, Léonia, ça va passer sur Ester. Voilà, donc le Libor, c'est un peu l'ancêtre donc du nouveau taux, un peu que l'équivalent de notre Léonia, celui dont on parle aujourd'hui. Qui était plus représentatif.
Et en fait, du coup, il ne voulait plus rien dire, ce taux, parce que le système était basé sur la confiance qu'on a aux banques, mais on les poussait à mentir. Bien sûr. Et puis en 2008, la confiance était peut-être un petit peu étiolée aussi. C'est ça. Et le gros problème, c'est qu'un taux interbancaire, c'est représentatif de la santé financière de l'entreprise. Donc si, en 2008, où tout le monde a besoin de liquidité, une banque déclare un taux interbancaire plus élevé que les autres, tout le monde va se dire « Ouh là là, il y a un risque sur la santé financière de cette entreprise, je lui prête plus d'argent ». Donc on coupe les lignes de liquidité et ça rentre dans un cercle vicieux. Donc elles étaient poussées à mentir sur le taux. Elles étaient poussées à mentir sur le taux. Ça, là, c'était pas pour de l'enrichissement, c'était vraiment la survie de la banque qui était en jeu, où il fallait surtout pas se retrouver. Vu que c'était déclaré tous les jours et qu'on sait jamais ce que les autres vont dire, le but du jeu, c'était d'être le taux médian et il fallait surtout pas se retrouver le plus haut. Donc tout le monde s'est mis à sous-estimer ces taux en même temps. Et là, on parle de plusieurs dizaines de BP, de points de base sur un marché où c'est très important, des variations comme ça. Donc on avait un taux qui voulait plus rien dire, qui était sous-estimé, et c'était doublement catastrophique parce que c'est le moment où les banques centrales se sont mis à faire des politiques monétaires non conventionnelles. Et donc quand elles testaient quelque chose, elles allaient voir sur le marché interbancaire les faits, et en fait elles regardaient un marché... il y en avait, mais c'était erroné, avec des distorsions énormes, et en fait, elle naviguait à vue où elle ne pouvait pas voir ce qu'elle faisait. Donc, il y avait des conséquences vraiment importantes, et il fallait changer quelque chose. Donc, il a fallu changer de mode de calcul pour passer à l'ester. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement, ce nouveau mode de calcul? Ça veut dire que c'est plus fiable vis-à-vis de la santé financière, bancaire, financière ou bancaire en Europe? Exactement, c'est bien plus fiable, c'est plus transparent. On passe d'un mode déclaratif à un mode où on va collecter des données statistiques sur les marchés monétaires. Donc, ça représente plus de monde et c'est plus difficile à manipuler. D'accord. Et donc, quand en 2012, le scandale du Libor a éclaté, il y avait des traders, donc Tom Hayes, un des plus connus, qui a pu manipuler ces taux facilement. Où, il avait des produits dérivés sur les variations du taux interbancaire, avec beaucoup d'effets de levier. Et lui, il prenait son carnet d'adresses, il appelait ses copains, il disait demain, tu déclares tant. Tu déclares un peu plus qu'hier. Pas besoin que ce soit beaucoup, juste il faut que ce soit plus. Et le lendemain, le taux, il était plus élevé. Lui, il le savait à l'avance. Et de 2006 à 2010, on parle quand même de 2000 tentatives de manipulation du taux par juste Tom Hayes et ses équipes. Et on imagine que potentiellement, ça a pu être fait par d'autres aussi. Ça a été fait par d'autres. Et là où ils n'ont pas eu de chance, c'est que c'était sur le Libor, qui est le point de base de calcul des produits dérivés du marché américain. D'accord. Et qui dit donc manipulation du marché américain, implication du FBI. Il y a eu des amendes à plus de 10 milliards. On est sur plus de 10 milliards d'amendes, des peines de prison. Et donc un scandale qui a entraîné le changement d'indice. Et donc là, aujourd'hui, ça n'est plus possible, ça, puisque du coup, c'est vérifié, on vérifie la transaction. S'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de remontée d'informations pour calculer un ester, ou comment on fait dans ce cas-là? Pas possible. Alors, s'il n'y a aucune transaction, on va prendre le taux de la veille et on fera une moyenne avec le peu de transactions. Il n'y a jamais zéro transaction, mais donc s'il n'y en a pas assez, on va prendre le taux de la veille et on fera une moyenne. Donc, il y a toujours quelque chose, mais le panel est beaucoup plus large, donc il y a moins ce problème. Avant, il y avait des pays entiers qui étaient exclus, même en zone euro. Il y avait des pays entiers qui étaient exclus, c'était que sur quelques banques. Et en période quand la liquidité devient à manquer, les banques, elles se prêtent plus qu'entre elles, entre grosses banques. Donc, on exclut toutes les petites banques, les banques un peu plus modestes. Donc, elles étaient plus que quelques-unes et c'était vraiment facile de modifier. Aujourd'hui, pour aller modifier ce taux et le manipuler, faudrait que tout le monde soit dans la partie. Je vois pas. Ce serait plus la complexe. Chose arriver. L'impact sur les particuliers du coup de ce taux, c'est-à-dire que là, on parle de taux de banques qui se prêtent entre elles, on en fait une moyenne et ça définit un taux, ce fameux taux interbancaire, le taux ester. En quoi ça me concerne moi en tant qu'investisseur particulier, ce taux? Alors ça concerne tout le monde. Les taux interbancaires, c'est vraiment la base de la plupart des contrats. Il y a des millions de contrats qui sont indexés dessus. On peut prendre l'exemple d'un des plus connus, ou le livret A. Donc depuis le 1er février 2021, la méthode de calcul du livret A, c'est on va prendre la moyenne semestrielle de l'ester et on va y ajouter une composante d'inflation, donc calculée par l'INSEE hors tabac. D'accord. Et normalement, on va faire la moyenne de ces deux-là. Ou alors un taux plancher de 0,5% si l'inflation est trop faible et le taux est trop négatif et qu'on ne va pas avoir un taux à zéro ou négatif. Donc, en ce moment, ce n'est pas le cas, mais normalement, quand le marché fonctionne normalement, l'ester, c'est la base du livret A. Et donc, j'ai intérêt pour avoir du rendement sur mon livret A que les banques se prêtent à un taux élevé, c'est ce qu'il faut comprendre? C'est ça, et c'est là où c'est en 2008, quand justement elles ont baissé volontairement leur taux pour ne pas avoir l'impression qu'elle soit en mauvaise santé financière, il y a un impact direct sur le calcul du taux du livret A à cette époque qui était en baisse. Et alors, ça a un impact également sur le crédit immobilier?
Sur le crédit immobilier, oui, c'est aussi parce que c'est le mode de financement des banques, bien sûr. Bon, elles ne vont pas forcément aller à ce point-là sur des marchés pour emprunter un jour, mais la technique des banques, ça va être de nous prêter à longtemps et elles d'emprunter sur le très court terme. Bien sûr. Donc les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation qu'on va prendre, le point de départ, ça va être clairement la cour Esther. Et donc là, pour le coup, j'ai intérêt à ce qu'elle se prête à un niveau faible pour pouvoir emprunter à un niveau faible. Exactement. En vrai, quand elles l'ont fait en 2008, c'était mauvais pour leur marge. D'accord. Donc elles ne le faisaient pas pour gagner de l'argent et c'était vraiment une question de survie. Une question de survie et une question en fait de donner l'impression qu'on n'était pas en mauvaise santé financière. C'est amusant, c'est qu'on se posait même pas la question de savoir si elles étaient ou pas en bonne santé financière. Juste fallait dire qu'elles n'étaient pas en mauvaise santé financière. Et en le faisant, elles étaient en plus mauvaise santé financière que si elles ne l'avaient pas fait. Mais elles survivaient parce qu'elles ne montraient pas qu'elles étaient en mauvaise santé financière. C'est intéressant quand même de voir que... C'est un paradoxe énorme. Mais alors du coup, aujourd'hui, est-ce que ça a un impact sur... Parce que là, par exemple, on n'est pas encore sorti d'une crise qui est liée du coup au Covid. On a un changement de calcul qui n'est plus déclaratif maintenant, mais qui regarde réellement les transactions. Ça veut dire que si demain on a un sujet de santé financière des banques, ça peut avoir un risque plus conséquent sur le système financier interbancaire en Europe. Ce serait la même chose. Ce serait la même chose, sauf que on se retrouverait avec un taux qui est plus clair, plus transparent. D'accord. Et du coup, on aurait une vraie vision de ce qui se passe. Et quand la Banque centrale européenne se dirait, tiens, là, il faut que je fasse quelque chose, je vais essayer. Elle pourrait mesurer finalement. Elle pourrait mesurer l'impact de sa politique monétaire, et ça, c'est déterminant. Ça a été vraiment une catastrophe en fait qu'elle puisse pas le faire, quoi. Merci beaucoup Timothée Pubelier d'avoir répondu à cet exercice un petit peu complexe de nous expliquer les taux interbancaires, mais un exercice relevé avec brio. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de la gestion obligataire internationale chez la financière de la Cité. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que c'est plus clair ces sujets de SG, d'ISR, mais aussi donc de taux interbancaires avec cette Eonia qui passe à l'Esther à partir de janvier 2022. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.